La mort, le roi Arthur, miroir et mirage de la chevalerie. La mort, le roi Arthur s'ouvre par une phrase qui témoigne d'un rapport assez complexe entre la réalité et la fiction. Après ce que Maître Gauthier Map a mis en esprit des aventures de Saint Graal, assez suffisamment si comme il sembloit, s'y fut avis au roi Henri son seigneur que ce qu'il avait fait ne devait pas suffire. C'est-à-dire que nous avons là la mise en scène d'un certain nombre de personnages historiques qui ont réellement existé. Le roi Henri II Plantagenet, du reste le manuscrit français 123 dans la lettrine qui ouvre la mort le roi Arthur, présente à côté de lui son épouse Aliénor d'Aquitaine, ce qui apporte cette dimension courtoise, féminine, au texte qui n'existe pas dans l'écrit, mais qui apparaît dans l'image. Et vous voyez aussi dans cette image un laïc qui se tient debout, vraisemblablement en chevalier, qui raconte ses aventures qui vont être couchées par écrit par ce petit clerc, on le reconnaît à sa tonsure, qui est assis, qui tient un parchemin sur ses genoux. Or, ce personnage n'est autre que Gauthier. Alors, Gauthier Map, Gauthier fils d'eux, en langue galloise, Map, qui est un personnage qui a existé, en tout cas qui a signé l'un de ses livres de ce nom, les Nugae Curialum, les balivernes des courtisans qui travaillaient à la cour d'Henri II, un ouvrage peu diffusé, puisque on ne connaît qu'un manuscrit de la fin du Moyen-Âge pour celui-ci, un recueil d'anecdotes, mais vraisemblablement il y a eu dans l'esprit de l'auteur de La mort le roi Arthur un glissement de la part donc d'un personnage à un autre, puisque il y a un texte sur lequel je reviendrai souvent, l'histoire des rois de Bretagne, Historia Regum Britanniae, écrit en 1137 par Geoffroy de Monmouth, où l'auteur, là encore, a recours à une fiction similaire. Il invente un manuscrit miraculeusement trouvé, extraordinaire, pour justifier son histoire, et ce manuscrit lui aurait été remis par son compagnon de son collège de chanoine, où ils enseignent ensemble à Oxford, qui s'appelle Gauthier. Donc vous voyez, on est là dans la mise sur pied, dès le prologue, d'un régime d'historicité, une mise en avant d'un certain nombre d'auteurs qui connaissent cette histoire, mais tout le monde, bon, là c'est le problème de la crédulité des auditeurs au Moyen-Âge, personne ne le sait, mais il est vraisemblable que les gens savaient aussi qu'il y avait certes de la vérité, des personnages qui ont existé, comme le roi Henri, comme Gauthier Map, mais son courtisan, et en même temps un doute, puisque les histoires qui suivent sont extrêmement merveilleuses et dépassent toute intelligence, sont très imaginaires. Autre problème aussi qui est celui de l'autorialité. L'auteur ne se présente pas, mais c'est classique aussi tout au long du Moyen-Âge et puis dans ce cycle plus particulièrement, même si par l'unité de l'œuvre et la cohérence de ce récit, on peut penser davantage une écriture individuelle qu'une écriture à l'atelier, mais vous autres littéraires en savez davantage que moi dans ce domaine. Alors quel auteur? Certains indices pourraient faire croire qu'il est originaire de Brie, de Champagne, puisqu'ils reviennent souvent à la ville de Meaux, qui est citée, donc cette région. On sait aussi que, contrairement au roman cyclique qui le précède, sur lequel je reviendrai à la quête del Saint Graal, eh bien, il y a de la part de ce clerc de cour, c'est un clerc de cour, c'est pas un personnage, un moine ou un personnage très lié à des milieux monastiques comme ce pourrait être le cas pour le jongleur qui a rédigé la quête du Saint Graal, donc un clerc de cour qui met en avant, par exemple,
les aventures amoureuses, l'adultère de Guenièvre et de Lancelot sans aucun complexe. Donc quelqu'un qui aurait peut-être reçu les ordres mineurs, mais tout cela, nous n'en savons rien. L'ouvrage a un ton qui est à la fois spirituel, notamment par la conversion finale des protagonistes, et mondain laïque par la vie de cour et les amours qu'il décrit. Alors, quelques auteurs ont insisté sur le texte qui aurait mis l'accent sur des événements de son temps, par exemple, mais ça remonterait à une trentaine d'années auparavant, l'interdit lancé par le pape sur Philippe Auguste, sur les terres de Philippe Auguste, sur le règne, sur le royaume de France par Innocent III, parce qu'il avait délaissé son épouse Ingébourge de Danemark. Mais bon, des effets de réel, s'ils existent sur le plan politique, ils peuvent être attribués aussi à d'autres événements. Alors, juste pour mémoire, vous le savez tous, hein, vous avez 5 romans en prose qui appartiennent au même cycle, au cycle de qu'on appelle le Lancelot Graal. Ces romans sont en prose. Et vous savez que la mise en prose, le fait de dérimer, veut dire rendre véridique d'une certaine façon, mais aussi sacraliser, puisque c'est la langue de la Bible qui est en prose, entre autres, et puis l'histoire, quand elle se veut sérieuse, qu'elle se veut couchée par écrit et qu'elle ne transite pas par la voix, par l'oralité, eh bien, c'est aussi ces transmissions, ces transferts du vers à la prose qui intervient. Et ici, il y a une volonté de dérimer, ne serait-ce que l'œuvre de roman de Robert de Boron, Le Merlin, qui le sera un peu après le Lancelot et puis La mort, le roi Arthur. Alors, donc La mort, le roi Arthur est écrite autour de 1230 dans un contexte politique précis. C'est la mort de Louis VIII au retour de la croisade albigeoise qui lui a permis de rattacher l'Occitanie au domaine royal. Ces personnages, Louis VIII a mené aussi la guerre en Angleterre où il a essayé de récupérer au nom de sa mère, de son épouse, pardon, Blanche de Castille, de récupérer donc le patrimoine de Jean Santerre, puisqu'ils descendent tous les deux de la même grand-mère, Aliénor d'Aquitaine. Donc, un roi guerrier et le début du règne de son fils, Louis IX, mineur, est aussi une époque qui se caractérise par les révoltes du duc de Bretagne, du comte de Champagne, donc une période qui est assez agitée. Et cette ambiance, on peut aussi la retrouver d'une certaine façon tout au long du roman de La mort, le roi Arthur. Alors, vous savez que La mort, le roi Arthur fait partie d'une trilogie. 2 romans ont été écrits d'abord, le Lancelot, qui est immense, hein, un roman fleuve avec ses affluents, avec ses méandres, avec ses entrelacements qui n'existent pas du tout dans La mort, le roi Arthur, qui a une grande cohérence narrative. Et puis la quête de le Saint Graal, extrêmement religieuse, et le 3e roman qui se greffe sur ce récit, La mort, le roi Arthur, tranche un peu sur le roman précédent. Comme je vous le dis, sa thématique est beaucoup plus, disons, mondaine, hein, si on utilise des catégories morales. Et le début de ce cycle sera ajouté ultérieurement, 1225-1235, l'histoire de le Saint Graal, ou Joseph d'Arimathie, donc l'histoire des origines du Graal, c'est-à-dire que Lancelot cède un peu son protagonisme à cet objet qui est personnifié, qui est le Graal, et ensuite donc l'histoire de Merlin qui reprend un certain nombre d'éléments de l'histoire de l'enfance d'Arthur et notamment l'épisode célèbre du Perron. Donc voilà un peu quel est le cadre, ces 5 romans qui ont une cohérence, mais leur rédaction, bien sûr, ne suit pas tout à fait la chronologie du récit. Alors, juste avant de commencer et de quitter cette introduction, vous dire que je ne suis qu'un vulgaire historien, peut-être un historien vulgaire, mais en tout cas, je n'ai pas la chance d'être littéraire, et à ce titre,
je n'approche pas le texte avec autant de finesse, avec autant de profondeur que vous pouvez le faire. Pour moi, l'intertextualité n'est pas l'objet et souvent le texte est un prétexte pour connaître le contexte dans la démarche de l'historien. C'est-à-dire que nous cherchons les hommes, les femmes, la société à travers ce que nous considérons une source qui nous fournit d'où jaillissent des renseignements, des informations pour essayer d'approcher une certaine réalité extramentale. Mais cette démarche, cette méthode n'est pas illégitime du tout, puisque, enfin en tout cas, elle compte sur une longue tradition d'une cinquantaine d'années chez les littéraires. Par exemple, Roland Barthes, vous connaissez sans doute l'article célèbre de 1968 qui s'intitule L'effet de réel, où il commence par le cœur simple, la nouvelle de Flaubert, avec sa description d'objets très précis, le piano, le baromètre, etc. Bon, donc comme un reflet d'une réalité extramentale et aussi une réalité qui parle au lecteur et qui lui permet de mieux entrer dans le roman. Et tout cela a été théorisé une dizaine d'années plus tard par ce qu'on appelle l'école de Constance, avec le livre de Hans-Robert Jauss, Esthétique de la réception, horizon d'attente, des notions maintenant qui font partie de la critique littéraire habituelle et qui sont extrêmement utiles, bien entendu, pour l'historien pur sucre. Alors, les historiens eux-mêmes ont fait le pas, alors qu'ils méprisaient à quelques exceptions près la littérature et ses histoires. Ils préfèrent l'histoire avec un grand H, en principe. Je ne prends que quelques mots de mon maître vénéré, Georges Duby, dans l'histoire continue. Les traces laissées par les jugements, les concepts, les croyances que partageaient nos ancêtres du XIIe siècle, certes moins palpables que celles d'une opération de défrichement ou d'une expédition militaire, n'ont pas moins de réalité. C'est-à-dire que l'histoire des mentalités pousse depuis une cinquantaine d'années bon nombre d'historiens à s'intéresser à ces textes de fiction qui nous apportent beaucoup sur ces sensibilités, cet imaginaire, ces mentalités des hommes et des femmes du XIIIe siècle. Donc, une méthode qui est interdisciplinaire. La littérature de fiction n'est pas tant peut-être miroir, comme au départ les historiens voulaient que ce soit un miroir, le miroir sur le chemin, au bord du chemin, je crois que c'est Stendhal, si je ne me trompe, ou bien, oui, Balzac aussi pensait que son roman devrait s'appeler l'histoire sociale ou quelque chose comme cela, miroir de la bourgeoisie de son temps. C'est plus compliqué, bien sûr, mais ce n'est pas non plus un mirage qui ne nous apprend rien du tout que des histoires sur la réalité historique. Voilà. Donc c'est un peu à cheval entre ces deux notions, mirage, miroir, que je vais essayer d'aborder ce texte. Alors premier problème, c'est celui de l'esthétique de la réception, des horizons d'attente du public, des effets de réel qui leur parlaient, et pour cela il faut connaître la société qui écoutait dans un acte de sociabilité la plupart du temps, quoique collectivement, le public du roman, ces chevaliers lettrés, ces femmes savantes, puisque le niveau d'alphabétisation de l'aristocratie, vous le savez, augmente à partir du XIIe siècle, et puis l'irruption du vernaculaire dans l'écrit, dans l'écrit, permet donc à ces hommes et à ces femmes d'accéder davantage à la culture littéraire. Alors, bien sûr, c'est un élément, un indice qui vaut ce qu'il vaut, c'est celui de la réception à partir de manuscrits. Tel nombre de manuscrits, plus ou moins de succès dans la réception. Mais nous avons, pour la matière de Bretagne, pour la matière arthurienne, un certain nombre d'indices qui nous permettent d'avoir une idée du succès de ces romans. Je pars d'un ouvrage qui n'a pas volonté d'être un roman, mais qui prétend en historicité, même si c'est un tas d'histoires géniales, et c'est plus du mensonge, si on peut utiliser cette catégorie, que de la vérité, qui est l'Historia Regum Britanniae, 1137, l'histoire du roi de Bretagne, de Geoffroy de Monmouth,
qui est le manuscrit, l'ouvrage historique médiéval qui a été le plus copié, 217 manuscrits, donc une centaine pour le seul XIIe siècle. C'est le best-seller absolu. Pourquoi? Probablement parce que le public aristocratique s'est passionné pour l'histoire d'Arthur et des chevaliers de la table ronde ou de la quête du Graal à partir des romans en vernaculaire, en langue romane, et ce public a voulu savoir quelle était la vraie histoire sur le roi Arthur et sur ses chevaliers, une histoire en prose, en latin, très sérieuse, soi-disant, rédigée par Geoffroy de Monmouth, d'où ce chiffre faramineux. Vous avez une idée des romans arthuriens de l'époque, ceux qui ont été les plus populaires, 44 pour les 4 romans arthuriens de Chrétien de Troyes, puis pour l'ensemble de son œuvre, fin XIIe siècle, 47 pour le Merlin de Robert de Boron, autour de 1200, donc un ouvrage extrêmement populaire qui sera mis en prose ultérieurement, comme nous venons de le voir, le Tristan en prose, qui est aussi le recueil des différents livres sur Tristan en vers, comme celui de Béroul. Eh bien, 82 manuscrits, ce sont des chiffres très importants. Alors, je prends la trilogie du pseudo-Gauthier-Map que je vous ai présenté tout à l'heure. En fait, La mort le roi Arthur, peut-être, c'est celui que le public a le moins compris, ou en tout cas, c'est lui qui nous a légué le moins de manuscrits. Je vous dis que moi-même, je ne suis pas sûr que ce soit le critère absolu pour connaître la popularité d'un ouvrage. Comme je vous le dis, c'est un ouvrage qui est très cohérent, qui se lit très bien, qui est très moderne, auquel on accroche. Il n'y a pas toutes ces parenthèses, ces entrelacements du Lancelot notamment, Et donc, malgré tout, c'est lui qui a le score le plus faible, 38 manuscrits, contre une centaine pour le Lancelot et 49 pour la quête de Saint Graal qui le précède, et dans le temps et dans le récit cyclique. Alors, bien sûr, la prose, tout de suite, on pense à la lecture silencieuse, surtout qu'on utilise de codices, de manuscrits reliés de plus en plus maniables, moins prestigieux, moins grands, comme ceux qui sont en parchemin avec des miniatures superbes qui sont arrivés jusqu'à nous et que l'on met sur un lutrin pour admirer davantage que pour utiliser. Cette prose lue, donc, par opposition aux vers que l'on déclame. Bien sûr, la versification implique un rapport direct à l'oralité, la possibilité de mémoriser beaucoup plus facilement, d'improviser aussi tous ces vers. La prose exige que l'on ait le texte sous les yeux. Ces romans, donc, vous connaissez tous l'étymologie du terme roman, c'est mise en langue vernaculaire, en langue issue du latin, des anciens ouvrages latins, notamment pour la matière de Rome. Eh bien, ces romans sont centrés sur les exploits des chevaliers de la table ronde, le Lancelot, bien sûr, Lancelot qui est le héros principal, surtout pour le Lancelot éponyme, bien entendu, mais aussi pour la quête, c'est davantage son fils Galad, dans la quête du Saint Graal, et puis Lancelot redevient le personnage central de La mort, le roi Arthur. Alors, ces personnages, comme tant d'autres chevaliers, sont jetés en pâture, d'une certaine façon, proposés au public aristocratique comme des héros auxquels s'identifier. Et ce public aristocratique, quand je parle d'aristocratie, de noblesse, même si le terme noblesse vient de notabilis, y compris chez Isidore de Séville, dans ses étymologies, le notable de gnoscere, c'est celui qui est notus, qui est connu, qui a une reconnaissance sociale dans une société. Nous utilisons toujours le nom notable, et il y a eu l'élision du T intervocalique, donc cela donnait noble, mais en dépit de cette réputation, de cette reconnaissance, de cet honneur,
que la noblesse est accordée à un individu, mais par la société tout entière. La noblesse s'identifie aussi au sang, la conception généalogique, linéagière, à la richesse, la terre, les seigneuries que l'on détient et le pouvoir, les charges que l'on peut occuper, ne serait-ce que dans le cadre de la seigneurie banale, la seigneurie où l'on exerce le ban, le pouvoir de commander, de punir, et où l'on a son propre tribunal. Et il faut séparer donc ce qui est de l'ordre de la transmission héréditaire, la noblesse, de la chevalerie, qui elle relève davantage de la profession aussi au sens de vocation. Il y a cette idée d'un appel très fort de la part de la divinité pour devenir chevalier. Donc, la vocation chevaleresque, le métier des armes, et les valeurs, la déontologie professionnelle, si vous voulez, qui en découlent. Donc, d'une part, la noblesse, l'aristocratie, d'autre part, la chevalerie. Et les personnages qui appartiennent à cette double catégorie possèdent des châteaux qui deviennent progressivement des palais, qui ont leur propre lieu de culture, de sociabilité littéraire, et ces lieux, on peut les diviser en trois. Je vais passer quelques images tout de suite sur ces lieux. L'aula, c'est-à-dire le hall, la grande salle de l'étage noble, soit le premier étage, soit le rez-de-chaussée, mais le rez-de-chaussée est le plus souvent occupé par les cuisines, par les celliers, par les silos ou les citernes. Ensuite, vous avez la caméra, la chambre d'âme et puis la chapelle. Bon, mais je ne m'arrêterai pas beaucoup sur la chapelle, même si entre la chapelle et les deux autres pièces, il y a évidemment des couloirs, des passerelles, et que nous ne définissons plus d'une façon très tranchée, hein, nous ne distinguons plus d'un côté la culture profane et d'un autre côté la culture cléricale, puisque la tonalité religieuse de La mort, le roi Arthur, même si elle est moins forte que celle de la quête du Saint Graal, saute évidemment aux yeux. Alors, je vous ai apporté l'exemple du palais des ducs d'Aquitaine, justement bâti sous Aliénor d'Aquitaine à la fin du XIIe siècle à Poitiers, et Aliénor, donc, qui est lié à la légende arthurienne. Nous venons de le voir par cette lettrine du manuscrit 123, français 123. Eh bien, ici, vous avez donc une aula, une grande salle des ducs d'Aquitaine, 47 mètres par 17 mètres, et avec son foyer aussi. Bon, là, le foyer tel qu'il existe de nos jours est de 1400, d'ailleurs avec un système très sophistiqué, du grand mécène littéraire, du règne de Charles VII, son oncle, de Charles VI, pardon, donc Jean de Berry, vers 1400, et vous avez donc ce genre de... Pourquoi le foyer est important? Parce que l'hiver, bien sûr, au cours des veillées, on peut s'approcher de lui, on peut se tenir au chaud avec un système extrêmement sophistiqué de cheminée pour permettre aux fenêtres, avec des vitraux, d'exister en dépit de ce foyer. Alors, le banquet est un moment clé de sociabilité tous les soirs, hein, c'est le repas important de la journée pour l'aristocratie, et ce banquet est de plus en plus sophistiqué. Vous voyez ici sur cette table, il y a un certain nombre de couverts, de plats, de carafes et des assiettes. Il n'y a pas encore de portion, disons, un service individuel pour chaque convive, mais il y a une nappe, on est dans une période de civilisation progressive des mœurs. Hein, on peut partir de manière de table, mais c'est aussi, bien sûr, concomitant de la montée du niveau culturel, de la culture profane, qui transmet très souvent, bien sûr, des codes de savoir-vivre. On le voit à chaque page du Lancelot ou de La mort, le roi Arthur, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, ces héros sont des modèles pour l'aristocratie qui le suit. À la fin du banquet, on arrête tout. Parfois, on pourrait penser qu'il y a une musique de fond pendant les banquets, pourquoi pas, mais la plupart des témoignages, à commencer par Joinville, hein, le biographe de Saint-Louis,
qui est presque contemporain de la mort le roi Arthur, eh bien, c'est à la fin du repas qu'on enlève la table qu'on a dressée sur des tréteaux, on enlève les planches, on élargit la place du hall et c'est la performance des jongleurs, de ménestrels qui intervient. C'est aussi la lecture des ouvrages. Alors, vous avez ici la représentation de l'un de ces jongleurs qui est en train de, peut-être c'est un barde gallois qui est en train d'affiner sa harpe. C'est une image qui représente le roi Henri II, que nous avons vu au début, à la fin. L'image est de la fin du XIIe siècle, dans une vie de l'évêque qu'il a fait assassiner par un mot maladroit, Thomas Becket. Eh bien, Henri II qui est en train de servir son fils Henri le Jeune qui vient d'être couronné. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de voir comment le jongleur est en train soit d'interpréter une musique à l'harpe, soit de se préparer pour la fin du repas et pour les spectacles, la mise en scène qui va suivre, mise en scène d'œuvres comme celle que nous sommes en train d'étudier. Alors j'ai pris un autre exemple, un château plus modeste que le palais des ducs d'Aquitaine à Poitiers, c'est le château de Rodenec dans le Altois, DJ. Et pourquoi j'ai choisi? Parce qu'en 1972, on a découvert des peintures murales. Il ne faut pas utiliser le mot fresque encore pour le XIIIe siècle, puisque c'est une technique qui arrive à la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance. Mais ce qui est intéressant, c'est que grâce aux inscriptions, Askelon, Yvain, nous voyons ici des personnages qui sont en train de se battre, donc à la façon, avec un réalisme certain dans les gestes. Cette scène est empruntée à l'Yvain de Hartmann von Aue autour de 1200. Et donc on a ici des peintures murales qui reprennent le récit d'un roman que les convives viennent d'entendre. Vous voyez, ce sont des peintures qui se trouvent dans la salle noble, dans le hall de ce petit palais montagnard. Alors, qu'est-ce que cela? Oui, l'homme sauvage, la fontaine, le perron, un passage bien connu d'Yvain, toujours à Rodenec, dans le sud du Tyrol, au sud du Tyrol. Mais si je me suis permis d'insister sur cette image, c'est parce qu'il y a un passage célèbre au paragraphe 53 de la mort le roi Arthur, où vous avez effectivement la fée Morgane, qui denonce Lancelot. Elle avait enserré Lancelot, comme elle a aussi enserré Merlin, et puisqu'il refuse de l'aimer. Et pour tuer le temps, dans son cachot, eh bien, Lancelot peint cette scène où il se met donc en peinture en train de aimer Guenièvre, et l'horrible Morgue montre à son frère Arthur donc ces peintures murales qui effectivement sont une preuve irréfutable de l'adultère commis par le meilleur chevalier de sa cour avec son épouse. Alors, ce qui est intéressant donc, c'est de voir que il y a là peut-être un effet de réel et que les auditeurs n'étaient pas étrangers à ces peintures murales qui racontaient des histoires profanes, hein, des histoires qu'ils entendaient les soirs après le repas. Deuxième lieu de la culture profane, de l'interprétation de ces œuvres, la chambre aux dames. Nous avons un exemple, je suis désolé, l'image n'est pas géniale, c'est pourquoi je vous ai donné aussi celle en noir et blanc. L'image donc du roman de Cléomades de Adenée le roi. Adenée se fait représenter avec sa vielle et la couronne qui découle de son sobriquet. Il interprète donc son œuvre dans la chambre de la reine de France, qui est d'origine flamande. Vous ne voyez pas les lions,
et puis sa belle-sœur, qui elle porte aussi les châteaux de Castille, par sa mère, de sa grand-mère, blanche. Hein. Donc, vous voyez ici ce que pouvait être, elle se tient au lit, couchée, hein, mais le lit peut être transformé en sofa au cours de la journée, mais c'est intéressant, on a plusieurs témoignages, de savoir qu'il y a ce lien extrêmement précis sur le plan de l'espace entre la chambre d'âme, entre l'espace féminin. Ce n'est pas tout à fait un gynécée, puisque vous voyez qu'un jongleur peut y entrer comme dans un moulin, mais cette sociabilité féminine qui aboutit à l'interprétation des œuvres. Troisième espace, je ne vais pas insister, c'est celui de la chapelle, mais il est évident que le côté religieux est présent dans cette écriture, une écriture qui est due très souvent à des clercs qui ont simplement reçu les ordres mineurs, hein, qui n'engagent pas la prêtrise ou au célibat, mais qui leur permettent d'étudier dans des écoles cathédrales, puis à partir du début du XIIIe siècle, dans des universités. La lecture, surtout si c'est de la prose, peut certes être à haute voix, dans un contexte collectif, cette sociabilité après le banquet, mais la prose facilite aussi, ainsi que la diffusion du papier, le passage du parchemin au papier, qui vulgarise, qui rend extrêmement bon marché le livre, a la possibilité donc de lire individuellement ces ouvrages. Alors, je vous ai pris un exemple toujours autour du couple Henri II, Aliénor d'Aquitaine, ici, son gisant dans le monastère de Fontevraud, où elle est enterrée avec Henri II, vraisemblablement, puisque nous sommes dans le cœur d'un monastère de Monial, enfin monastère double, homme-femme. Ce qu'elle lit, c'est le psautier, c'est le livre d'heures, hein, comme toutes les femmes dans le château aristocratique, 6 fois par jour. Elles lisent en latin et, bien entendu, elles ont un rapport privilégié à la lecture. Ce sont elles qui forment leurs garçons, leurs filles, à la première alphabétisation. On a un thème qui devient très populaire à l'époque de la rédaction du roman, qui est celui de Sainte Anne éduquant sa fille Notre-Dame, Sainte Marie. Vous voyez ici comment la Vierge tient un abécédaire entre les mains, elle est protégée par le manteau de sa mère Sainte Anne, mais c'est un thème iconographique qui répond aussi, qui peut être un effet de réel de ces femmes courtoises, lettrées, qui savent beaucoup plus de choses vraisemblablement sur le plan de la culture littéraire que leurs frères. Leurs frères passent la journée à s'entraîner, à acquérir un savoir-faire militaire technique qui est très onéreux en heure et qui est très lourd. Hein. On ne saurait pas, bien sûr, les considérer comme des brutes sauvages et analphabètes, pas du tout. Hein. Lancelot lui-même, en particulier chez Chrétien de Troyes, est capable de lire des inscriptions latines, de l'épigraphie. Et le Lancelot allemand dit qu'il était ritter, chevalier, mais en même temps, il était clerc. Hein, il avait cette double culture chevaleresque, militaire, et une culture savante. Mais c'est vrai que les femmes sont dépositaires de cette responsabilité, la première alphabétisation, et leur place dans les romans, qui est si importante, ici par Guenièvre, dans La mort, le roi Arthur, s'explique aussi. Alors bon, vous allez me dire, oui, mais ce thème n'est peut-être pas un effet de réel. Notre-Dame enseignée par sa mère Anne, ça peut être aussi les prophéties qu'elle est en train d'apprendre. C'est vrai, c'est un débat, c'est toujours la difficulté d'interpréter des images comme des textes littéraires, et je comprends aussi que les historiens pur sucre, parfois, pouvons pousser trop loin l'effet de réel et que la réalité est beaucoup plus nuancée, beaucoup plus complexe. Alors, le livre que nous sommes en train de commenter, enfin un peu de côté, hein, du point de vue du contexte, La mort, le roi Arthur, insiste beaucoup sur des luttes entre maisons aristocratiques, des déchirures aussi au sein des maisons aristocratiques, hein, la déchirure familiale,
Et dans un premier temps, je vais vous parler de noblesse, d'aristocratie, de lignage, de cette dimension, si vous voulez, consanguine, liée à la généalogie. Bien sûr, le sang est aussi une construction sociale, comme la parenté, mais pour ces hommes-là, il était aussi porteur de charisme. Alors, ce qui frappe dans La mort le roi Arthur, après la Queste qui est pacifiste, avec Galad qui est incapable de frapper le moindre coup sans un ordre exprès de la Providence et qui se répand profondément quand il tue quelqu'un, exceptionnellement, quelqu'un qui est pire que Sarrazin, eh bien, autrement il l'aurait pas fait. Eh bien, La mort le roi Arthur, au contraire, met en scène la violence, une violence déchaînée, une violence qui aboutit à la fin, à l'effondrement du monde arthurien et à la mort du roi Arthur, qui donne le titre aux Romains. Cette bataille de Salesvière, de Salisbury, qui est le point d'orgue, le point final aussi, le climax de l'histoire. Alors, il y a aussi un thème qui est très intéressant, bien sûr, qui est celui de fortune, fortune personnifiée, qui fomente rancœur, jalousie, vengeance. C'est un thème qui réapparaît au XIIe siècle, qu'on avait négligé depuis Boès, qu'il a inventé, ce grand philosophe, la consolation de la philosophie, de la cour de Théodoric le Grand, au nord de l'Italie, mort en 524. Et Boès, donc, qui est passé par tous les, comme les personnages du roman, à commencer par Arthur, qui ont passé par toutes les étapes de la vie de l'homme, qui sont montés très haut et qui sont tombés très bas. Eh bien, Boès, condamné à mort, lance cette image qui explique aussi ce déchaînement de la violence. Comme si la fortune, puisque la fortune est aussi une divinité romaine, était davantage maître de la réalité, en tout cas de la violence, des pulsions, de la colère des hommes, que la divinité, que Dieu à qui cela échappe, à une providence qui n'est pas tout-puissante. Alors, il y a dans ce récit deux maisons, deux parties, deux clans, quoique le terme clan, oui, il est celtique, donc on peut l'utiliser dans la matière de Bretagne, deux clans qui sont en guerre. Je vous rappelle les événements, paragraphe 91 à 107. Au moment où Guenièvre doit être brûlé pour adultère, survient Lancelot avec Bor et Hector, ses cousins, qui prennent la reine et qui tuent au passage Agravin. Alors Agravin, c'est le méchant de l'histoire, c'est le losangier, c'est celui qui est l'espion des amours de Lancelot, de Guenièvre, comme dans le terme, qui est le flatteur, le flagorneur, lausangier, un occitan, dans la poésie de Troubadour, et qui essaie de dénoncer les amants, de mettre fin à leur amour. Et donc Agravin est tué, c'est le frère de Gauvin, tout comme Guéret et Garier. Et désormais, les frères de Agravin tués donc doivent accomplir la vengeance. Ça fait partie du cycle de la violence qui est déclenché par une haute considération de l'honneur, et la famille doit baigner le crime dans le sang pour que son honneur, sa capacité de riposte, qui est aussi sa capacité de virilité, sa capacité de force, sa capacité militaire, soit respectée par la société tout entière. Donc c'est un processus bien connu. Ce n'est pas la peine de lire la thèse de Pierre Bourdieu sur la Kabylie pour comprendre ce que c'est que l'honneur. D'ailleurs, l'honneur dont sont très souvent porteuses les femmes, qui sont passives dans l'honneur, d'où le bûcher auquel on condamne Guenièvre, alors que les hommes, eux, sont actifs en matière de réputation, d'honneur, et doivent donc empêcher, disons, fermer la gueule, casser la gueule de celui, la bouche qui proférerait des critiques contre la maison, et la critique de l'adultère permis ou que l'on n'est pas capable de réprimer, ou bien la critique du frère tué qui n'a pas été vengé, et ce qu'il y a de pire pour ces lignages. Donc nous sommes dans une logique d'honneur qui déclenche cette violence, et désormais le clan, la fratrie de Gauvin voue une haine
féroce à Lancelot et à ses cousins, à ses proches, en particulier Bor, Lionel, Hector. Alors, dans les pages suivantes, on assiste à la victoire de Lancelot sur Arthur, devant le château de la Joyeuse Garde, où il avait donc amené Guenièvre. Et Lancelot, grand seigneur, après avoir battu Arthur, lui pardonne la vie, lui accorde la merci, et il se réconcilie avec le roi qui met des bateaux à sa disposition pour qu'il quitte le royaume de l'Ogre, l'Angleterre, la Bretagne, la Grande-Bretagne, et qu'il parte pour la petite Bretagne armoricaine, pour qu'il passe en Gaule. Et après la traversée, donc Bor récupère la royauté de Béloïc et Lionel celle de Gaule. Donc vous voyez là deux groupes, d'un côté les Anglais, d'un autre côté les Français, pour faire très très bref. Je reviendrai sur cela parce que ça peut vous sembler effectivement très simpliste, à juste titre. Et puis à partir de pages suivantes, 127 à 158 pour les paragraphes, les hostilités reprennent, toujours à l'instigation de ce personnage extrêmement vindicatif qui est Gauvin, mondain, éloigné de Dieu dans la quête du Saint Graal. Gauvin, Arthur débarque en Gaule. Ils soumettent pendant 2 ans sans succès les châteaux de Lancelot et de ses proches au siège. Cela ne donne rien. Et pour régler le différend, un duel est décidé entre Lancelot et Gauvin. Lancelot ne veut pas tuer Gauvin, il est supérieur militairement, mais il le blesse mortellement malgré tout à la tête. Alors, je vous parlais tout à l'heure de français, anglais, bien sûr, vous avez d'un côté un parti qui a l'île pour patrie, l'autre le continent, la Grande-Bretagne d'un côté, la Petite-Bretagne de l'autre, et c'est vrai que cela nous rappelle les guerres du début du XIIIe siècle et de la fin du XIIe siècle entre le roi d'Angleterre, le roi Plantagenet, Henri II, ou ses fils Richard Cœur de Lion et Jean Santerre, contre Philippe Auguste, Louis VIII, et Saint-Louis, pour Henri III, le petit-fils de Henri II et Aliénor d'Aquitaine. Alors, donc des guerres constantes depuis presque 70 ans au moment de la rédaction de l'ouvrage, et un auteur britannique, Rosemary Morris, a écrit en 1991 un article assez intéressant où elle voyait dans ces guerres du Lancelot Graal l'expression subtile d'un sentiment national français. Alors pour elle, donc il y a nettement deux parties. Lancelot qui est né à la marche de Gaulle et de Petite-Bretagne, et la solidarité qu'il entretient avec ses cousins germains, Hector et Lionel. Et puis d'autre part, le parti anglais, Arthur, qui est roi de l'Ogre. Donc vous savez que l'Ogre, ce sont les ogres, les géants qui peuplaient la Grande-Bretagne, avant que Brutus, descendant d'Énée, qui est un Troyen, puisque les Celtes sont fiers aussi de leurs origines troyennes, ils ont préféré la liberté à la soumission, à l'esclavage sous les Achéens, sous les Grecs. Ils ont donc dû émigrer vers l'Ouest, cette translation du savoir qui part de l'Orient et qui aboutit à l'Occident, tout comme le Graal qui part de Palestine dans l'histoire d'El Saint Graal, dans le Joseph d'Arimathie, et qui aboutit à Glastonbury en Angleterre. Donc Arthur, qui est roi de l'Ogre, du pays des Ogres d'Angleterre, et qui est méprisé par son épouse Guenièvre, qui ne le trouve pas à la hauteur de sa charge, et qui se donne en conséquence à Lancelot. La rancune, le sens de la vengeance de Gauvin, neveu, je reviendrai sur ce lien très fort qui peut exister entre l'oncle et le neveu du côté de la sœur, l'oncle maternel, qui engage donc Gauvin, sa maison, dans une vendetta familiale. C'est une vendetta où le clou sera mis sur le gâteau par Modred, qui est un adultérin, Modred,
dans le roman, donc son demi-frère adultérin, et son frère cadet Guéret, un personnage extrêmement nocif qui ne maîtrise pas du tout les codes de la courtoisie, qui est rejeté par les dames, violeur, un personnage grotesque qu'on dirait tout droit sorti d'un fabliau. Alors, autre découverte ou mise en relation de Rosemary Morris, c'est que dans le roman de Tristan ultérieur, Arthur rêve d'un futur membre du lignage de Ban, le père de Lancelot, et ses successeurs de Lancelot n'est autre que Charlemagne lui-même. Et le roman de Temps vous raconte qu'avec ses 12 pères, l'empereur, le roi de Francie, bâtira une tour au cœur même du royaume de l'Ogre, à partir de laquelle un de ses descendants conquérera donc toute l'Angleterre. Hein, et vous pouvez avoir en tête ce qui s'est passé à peine 10 ans avant la rédaction de La mort le roi Arthur, cette invasion de l'Angleterre par Louis VIII, roi de France, le père de Saint-Louis. Au cours du songe, Charlemagne tient Arthur pour bien peu sensé, car il a été incapable de dominer le monde avec ses chevaliers qui étaient aussi exceptionnels que Lancelot et ses parents, ces chevaliers dont il n'a su garder la fidélité. Alors bien sûr, c'est aussi un thème qui est fréquent dans La mort le roi Arthur, hein, la concurrence ou la révolte, même si elle est maîtrisée par Lancelot parce qu'il respecte le roi, du chevalier contre le roi. Alors sans sombrer dans l'adjectif ou l'expression roi fainéant qui est peut-être excessive pour Arthur, c'est vrai que ce sont les chevaliers de la table ronde qui lui volent la vedette. Hein. Vous connaissez sans doute les travaux, certes fortement inspirés par le marxisme, de la thèse de Éric Keller, 1956, traduite une vingtaine d'années après en France, l'aventure chevaleresque, d'après laquelle le roman arthurien est le prisme ou la concrétisation de toutes les frustrations des chevaliers qui sont en train de perdre leurs prérogatives seigneuriales face à une royauté toute puissante. C'est un thème qui apparaît, mais ici, ce qui est intéressant, c'est que Lancelot, lui, vient de Gaule, vient de France, par opposition au roi d'Angleterre. Un inventaire du trésor de roi de France, tardif certes, mais l'objet, l'artefact, l'épée a dû s'y trouver avant, en 1499, montre que dans le trésor du roi de France, une épée censée avoir appartenu à Lancelot était conservée. Bon, alors, est-ce que c'est un indice? Je n'en sais rien. Mais c'est vrai que si c'est un terme de subtilité extrêmement nuancé, pour un auditeur français, la sympathie de Lancelot et le mépris pour Arthur et Gauvin pouvaient aussi s'identifier à la xénophobie qu'il pouvait éprouver à l'égard du roi d'Angleterre et des siens. Donc des luttes extérieures, des luttes entre deux maisons très nettement différenciées, celle du roi Arthur et de son neveu Gauvin, et celle de Lancelot et ses cousins. C'est monnaie courante dans l'aristocratie du XIIe et du XIIIe siècle, hein, que de ces luttes entre seigneuries, entre châtelains, ces guerres qu'on appelle privées, peut-être à tort, puisqu'il y a une dimension publique, une légitimation aussi de ces seigneurs dans le droit et dans les mentalités communes, n'en déplaise aux légistes de l'entourage des Capétiens. Mais il y a aussi une autre dimension dans le roman qui est celle de la haine qui est instillée à l'intérieur de la famille du roi Arthur. Et cette haine est le fait de Maudret. Je reprends la traduction de Micheline de Combarieux du paragraphe 164. « À Maudret, ce que tu es en train de faire me prouve que c'est bien toi le dragon, c'est le locuteur et Arthur, le dragon, le serpent, que j'ai vu autrefois sortir de mon ventre et qui incendiait ma terre avant de s'en prendre à moi. Mais jamais un père n'a traité son fils comme je vais m'y employer, car je te tuerai de mes propres mains. J'en prends l'univers à témoin. À Dieu ne plaise que tu meurs de celle d'un autre. » Vous voyez cette haine qu'un père peut éprouver envers son fils qui est contre nature. Nombreux furent le baron
qui, ayant entendu ces propos, en restèrent stupéfaits. Ce que le roi avait dit leur révélait que Mordred était son fils. Voilà. Les gens ne savent pas que Mordred est le fils d'Arthur. Ils savent qu'il est le fils de sa sœur Anne. Je reviendrai bien sûr sur le thème de l'inceste, mais juste ce passage qui renvoie à une idée très répandue au Moyen-Âge, peut-être depuis Pline le Jeune, je n'ai pas vérifié, mais en tout cas qui est présente chez Isidore de Séville dans les étymologies, là encore un des best-sellers, un des ouvrages les plus lus au Moyen-Âge. L'encyclopédie, c'est le Wikipédia de toute la période médiévale. Eh bien, vipera dicta quod vi pariat. L'étymologie de vipère, et le dragon et le serpent, même morphologiquement, sont le même animal. Eh bien, on parle de la vipère parce que elle met au monde et l'accouche par la force. Parce que de son ventre, vous voyez l'idée de ventre, de sein, et Arthur est en train de parler de son ventre, tout comme dans les interprétations iconographiques, la généalogie de David et du Christ part du ventre de Jessé, le père de David. Eh bien, tout comme, enfin, ces arbres qui sont représentés dans les vitraux médiévaux, tout comme, donc l'idée c'est que quand la vipère met au monde ses rejetons, eh bien, ceux-ci déchirent ses entrailles, son ventre, parce que il n'y a pas d'autre solution pour eux, et que donc nécessairement le dragon meurt ou le serpent meurt en mettant au monde sa progéniture. Alors, l'idée de vipère, de dragon, l'idée de ventre, bien sûr, va plus loin, puisque ici, vous le savez, Mordred est né de l'inceste. Or, Mordred est le traître par excellence. C'est une sorte de Ganlon de l'épopée transférée au roman arthurien. Vous savez, d'une part, qu'il commet lui-même, ou il veut commettre l'inceste, curieusement, dans le Mort le rat Arthur, contrairement à d'autres romans, l'acte sexuel entre Guenièvre et Mordred n'a pas lieu. Elle se protège dans un château et elle finit, comme dans les romans précédents, dans un couvent. Mais elle ne se donne pas et n'accepte pas d'épouser Mordred en dépit de la lettre, la fausse lettre que celui-ci fait forger au nom d'Arthur pour lui annoncer sa mort et pour lui donner l'ordre d'épouser Mordred. Donc, ici, c'est l'épouse légitime de l'oncle maternel. Donc, il y a une relation d'affinité qui existe, pas de consanguinité au sens propre, mais l'Église condamne aussi le mariage aux proches parents par affinité avec la belle-sœur ou avec le beau-frère ou avec toute la lignée, tous les parents de la belle famille. Eh bien, il veut commettre l'inceste, mais surtout, il est né de l'inceste, car le jeune Arthur, issu de l'adultère entre Uther, Pendragon et Igerne, ne connaît pas au début ses origines et il commet l'adultère avec sa sœur Anne sans savoir quelle est sa sœur. Ensuite, donc, Anne, elle est née après l'officialisation de l'union entre Uther et Igerne. Elle est l'épouse de Orcanie, mais Arthur lui-même ne sait pas que c'est sa sœur, puisqu'il a été élevé par une autre famille, la famille de Queux, son sénéchal. Alors c'est intéressant, c'est le fils et l'oncle maternel en même temps d'Arthur. Alors je reviens sur ce thème de l'oncle maternel. Vous savez que dans la société médiévale, aristocratique, très souvent, le mariage est hypergamique pour l'homme, c'est-à-dire que l'homme se marie à une femme d'une condition supérieure à la sienne. Le plus souvent, ça peut être la fille, la sœur de son seigneur, qu'un vassal épouse, enfin très souvent. Et puis c'est aussi un idéal dans l'imaginaire collectif chez les jeunes qui parcourent le pays, qui offrent leurs armes à celui qui
leur donne la meilleure solde ou le plus de butin, eh bien ces jeunes veulent se caser, avoir une seigneurie, et pour eux l'idéal, si vous avez lu ou vous connaissez l'histoire de Guillaume le Maréchal, eh bien l'idéal c'est de faire un très très beau mariage, un beau parti qui leur apporte les terres. Ce qui fait que le frère de la mère, pour les enfants nés de ces unions, sont très souvent d'un rang social supérieur à leur père, et que ces garçons quittent à l'âge de 12-13 ans le château, le gynécée, la chambre d'âme, pour partir vers, peut-être avant, hein, pour partir vers le château de l'oncle maternel, vis-à-vis duquel, donc, ils ont une relation privilégiée, ils lui doivent beaucoup, hein, et très souvent d'ailleurs, ils peuvent épouser leur cousine germaine. Bon, alors je ne vais pas rentrer dans les subtilités que vous avez dans les structures élémentaires de la parenté chez les Lévi-Strauss ou les autres, hein, sur les cousins croisés, donc nés d'un homme et d'une femme, les cousins parallèles. Là, ce sont des cousins croisés, donc qui se marient avec des bouclages consanguins qui en résulte tout cela pour dire que l'inceste, en dépit de l'interdit extrêmement large jusqu'en 1215, le concile de Latran IV, où l'Église revient au 4e degré de la computation germanique, canonique, plutôt qu'au 7e degré, comme interdit de parenté qui empêchait tout le monde de se marier avec, mais de toute façon, qui était une bonne excuse pour rompre les mariages devant le tribunal épiscopal sous prétexte de consanguinité. Tout cela pour vous dire que le lien entre l'oncle maternel, pour toutes ces raisons, et le neveu est extrêmement étroit, extrêmement fort, hein. Et si vous avez des amis anthropologues qui ont travaillé dans des sociétés polygyniques, où l'homme a plusieurs épouses, notamment en Afrique, eh bien le rapport au père est très autoritaire pour le fils. En revanche, le frère de la sœur est toujours quelqu'un avec qui ils peuvent blaguer, avec qui ils peuvent avoir une relation affectueuse, chaleureuse. Bon, ça fait partie aussi de ce lien qui est extrêmement fort sur le plan affectif. D'où cette fidélité inébranlable de Arthur à l'égard de son neveu Gauvin. Ce que Maudray fait, c'est se révolter contre son père, c'est aussi se révolter contre son oncle maternel. Cette relation privilégiée, ou cette révolte serait impensable entre Roland et son neveu maternel, d'ailleurs et son oncle maternel, Charlemagne. D'ailleurs, comme vous le savez, dans la saga norroise, il y a aussi l'histoire de Saint-Gilles qui obtient le pardon de Dieu pour la relation incestueuse entre Charlemagne et sa sœur Gisèle, je crois, et c'est d'elle que naît Roland. Hein, on est là dans quelque chose de similaire, intéressant, mais là, les liens entre Charlemagne et Roland sont excellents. En revanche, quand un neveu maternel commet l'adultère avec l'épouse de son oncle, c'est la transgression maximale. Enfin, ça casse tous les schémas. Si vous voulez écrire un roman bien croustillant et bien attirant au Moyen-Âge, vous prenez vraiment ces sujets-là. Marc, bien sûr, trompe Tristan, son oncle maternel. Tout le monde avait compris que c'était très très grave. Alors il y a toujours le filtre qui fait que sa responsabilité n'existe pas, ou est très atténuée du moins, mais le scandale est là. Hein. Autre idée liée à l'inceste, c'est que les mariages consanguins provoquent des luttes intestines, la déchirure intrafamiliale. Saint Augustin disait que le mariage pour un chrétien devait être seminarium caritatis, un vivier ou une semence ou un lieu où la charité devait se développer. La traduction de ce texte ou la copie de ce texte dans le code dans le décret de Gratien, dans ce recueil de droit canonique des années 1140, et seminarium Augustin disait seminarium civitatis, donc le vivier pour la cité romaine, le lieu où la famille allait se développer, la société allait grandir grâce au mariage et à la progéniture. Le décret de Gratien au XIIe siècle change le terme, peut-être par erreur hein, de transcription, de lecture. Civitatis devient caritatis, c'est-à-dire que pour les gens du XIIe siècle, le mariage doit diffuser la charité au loin,
Et bien entendu, si vous vous mariez avec un proche consanguin, la charité ne peut pas sortir du cercle familial, surtout que ce mariage consanguin est très souvent lié à des intérêts bassement matériels, patrimoniaux. Donc cet égoïsme entraîne des luttes, mais ce n'est pas particulièrement chrétien, ou lié au décret de Gratien. Vous avez l'histoire d'Œdipe et des Atrides, beaucoup plus ancienne. À l'époque de la composition, une trentaine d'années après, de la mort le roi Arthur, Jacques de Voragine, l'évêque de Gênes, dominicain, fait une version extrêmement facile, très populaire, des vies des saints, la légende dorée, et il raconte l'histoire de Judas qui est engagé donc qui est né de l'inceste et qui en conséquence est un traître, et qui non seulement tue ses parents comme Oedipe, son père, mais aussi c'est le traître par excellence. Bon, vous voyez, c'est le même principe de Maudrey. Maudrey, né dans l'inceste, veut commettre l'inceste et à ce titre commet la traîtrise et commet aussi l'irréparable, c'est-à-dire la lutte intrafamiliale. Alors, autre forme de guerre, même réglée, mais c'est une véritable bataille, une véritable guerre qui est très présente dans le roman, c'est le tournoi. Dès le début, vous avez les tournois de Winchester et de Tannenberg, donc de Winchester et de Tannenbourg. Ces tournois, donc, qui a lieu dans la prairie de Winchester, est d'abord crié. Les crieurs, vous connaissez ces personnages qui annoncent dans les villages, peut-être si vous êtes aussi vieux que moi, vous avez connu ça dans votre enfance, dans les villages où vous passiez l'été, donc les crieurs qui transmettaient partout les ordres du maire de la municipalité aux villageois. Donc ici, ce sont des crieurs, des héros d'armes très souvent, puisque la première mention d'un héros d'armes est de la fin du XIIe siècle. Il apparaît chez Chrétien de Troyes, je crois que c'est dans le Chevalier de la Charrette, dans son Lancelot. Eh bien, ces crieurs parcourent le pays pour appeler un tournoi, un tournoiement voilà. Et pourquoi Arthur lance ces tournois? Parce qu'il ne voulait toutefois que ses compagnons délaissent les armes, qu'ils cessent de porter des armes. Il y a une dimension entraînement militaire aussi. Les autorités parfois encouragent les tournois. Une des raisons du succès de Simon de Montfort, puis de Louis VIII, mais surtout de Simon de Montfort, puisqu'il était en minorité dans la croisade albigeoise à la fin du XIIe et au début du XIIIe siècle, et que les chevaliers du nord de la France sont beaucoup plus entraînés à la guerre grâce aux tournois que ceux d'Occitanie, ceux du sud. Autre mention du tournoi, Lancelot prend le parti des attaquants qui perdent. Là encore, cette idée que soit fait Lancelot de ceux dehors, de ceux qui sont dehors de la lice, ou pardon, les lices, ce sont les lieux où vous pouvez vous protéger après avoir attaqué. C'est un peu des espaces protégés par la paix au cours du tournoi, car ce ne sera pas notre honneur si nous aidions ceux qui en ont le plus bel. Si j'aidais celui qui l'emporte au détriment de vaincus, je ne pourrais pas gagner de l'honneur, cette réputation qui est personnelle, mais qui rejaillit sur le lignage, sur la maison tout entière. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est de voir que, contrairement à ce qui se passera à la fin du Moyen-Âge, puis aussi à ce qu'on voit dans les films de Carton-Pierre, le tournoi est collectif. Je reviens sur l'histoire de Guillaume le Maréchal, qui donne des descriptions extrêmement précises, qui coïncident assez bien avec ce que vous voyez dans ce roman-ci. D'ailleurs, il y a un très bel article de Christine Ferlampin, un article de jeunesse, où elle compare l'histoire de Guillaume le Maréchal avec les tournois de Guillaume et les tournois du roman. Et puis, il y a malgré tout, puisque c'est la guerre, ce tournoi, la possibilité d'être blessé gravement ou de mourir, les pertes aussi de monture, de ces beaux destriers,
de combat, hein, de ces palefrois, des chevaux extrêmement onéreux qui sont issus de croisements entre des chevaux lourds de Bactriane ou du Perche ou de Flandre, avec des chevaux beaucoup plus graciles et rapides qui viennent de la péninsule ibérique, des chevaux arabes ou dits espagnols. Eh bien, cette législation de la fin du XIIe siècle qui veut éviter ces pertes humaines et qui demande donc que l'on mitige la violence. Donc, on délimite bien le terrain, il y a des arbitres, des héros qui surveillent qu'il n'y ait pas des armes, par exemple, qui ne soient pas épointées, hein, des armes qui soient des armes mortelles. On les évite. Bon, là, je vous ai donné un paragraphe qui parle de la blessure extrêmement grave qui ni l'écu, le bouclier, ni le haubert, hein, le haubert, la côte de maille que l'on porte soit pour se protéger, la cuirasse, et bien malgré cela, donc Lancelot inflige une plaie extrêmement grande du côté et profonde du côté gauche. Alors bon, le tournoi, c'est la bataille, hein, parmi les premières mentions aussi, je vous ai parlé de Guillaume le Maréchal, mais l'histoire de Guillaume le Maréchal est écrite au début du XIIIe siècle. Lambert d'Adre, c'est un des exemples les plus précoces d'un personnage en Flandre qui parcourt les tournois. Arnaud de Guine, près d'Arras, hein, lorsqu'Arnaud de Guine acquit la mâle vigueur de l'adolescence, il fréquenta les tournois. C'est une façon pour ces hommes de vivre l'errance. Le chevalier errant, qui est un thème de nos romans, n'est pas non plus une vue de l'esprit. Jusqu'à la fin du Moyen-Âge, il y a un très beau livre d'un philologue catalan qui s'appelle Martín d'Enriquer, qui s'appelle Caballeros Andantes Espagnoles, sur les chevaliers errants qui sont un peu les prodromes du Quichotte. Hein, et on est là au XIVe, XVe siècle, ils sont très bien attestés dans les actes notariés. Ils courent les tournois, ils lancent des défis dans les villes où ils passent aux chevaliers qui veulent se battre avec eux. Donc ça fait partie de la conscience aristocratique, mais ces tournois peuvent provoquer aussi de haine terrible, hein, parce que les gens qui sont vaincus doivent payer une rançon très forte, souvent, à leur vainqueur. Et puis donc, il y aura toujours cet esprit vindicatif, cet esprit de vengeance. Alors le terme tournoiement que vous avez vu dans le roman vient du latin, la première mention, 1100, torneamentum. Pourquoi? Parce qu'on tournoie, parce qu'on revient peut-être à l'attaque après un premier choc, ou bien le chevalier tournant, errant, l'étymologie n'est pas claire. On parle aussi de conflictus gallicus, puisque nous sommes dans le nord de l'Europe, la région privilégiée de tournois, et celle où a dû être rédigé La mort le roi Arthur, Île-de-France, Flandre, Picardie ou Champagne. Alors, les tournois, je vous le dis, sont très réglementés. Le premier jour, ce sont les préparatifs où les héros d'armes vérifient à partir de l'héraldique qu'ils ont créé en particulier, peinte sur le bouclier, les 4 quartiers de noblesse. Alors, on peut jouer grâce au bouclier, grâce à l'héraldique, sur l'incognito. C'est aussi un des thèmes de ces romans. Lancelot lui-même est inconnu dans ces affrontements, puisque le homme cache votre visage et que vous pouvez emprunter les armoiries à quelqu'un d'autre. Le second jour est consacré aux commensailles, des escarmouches, des défis, des combats singuliers. Et le troisième jour, ce sont les mêlées de combattants, cette fois-ci par convoi. Je reviendrai par le convoi, c'est-à-dire sur le convoi, c'est le groupe de combattants qui se servent ensemble pour se battre contre leurs ennemis. Alors, bien sûr, les soirées, les soirées sont consacrées aux veillées, comme celle dont je vous ai parlé au début, ces veillées donc, où l'on récite la chanson de geste, ou le roman arthurien, où l'on improvise aussi, bien sûr, 2 chansons. Il y a, là, j'ai un trou de mémoire, mais je crois que c'est le tournoi de M en Lorraine, il vient d'être réédité il n'y a pas longtemps, qui met en scène toutes ces chansons, ces jeux aussi, ces jeux partis, ces échanges de vers entre les participants au tournoi. Le soir, d'ailleurs, Guillaume le Maréchal était très aimé des dames parce qu'il avait une très belle voix et qu'il savait très bien
chanter, nous dit son histoire. Alors, je vous ai parlé aussi de ces réglementations qui essaient d'éviter les pertes, les autorités civiles qui prennent des dispositions, ecclésiastiques aussi, puisque depuis le concile de Clermont des années 1130, il y a cette expression que saint Bernard de Clairvaux reprend sur le compte des tournois comme des foires détestables, hein, des lieux où l'on pratique les 7 péchés capitaux, d'après Jacques de Vitry, un prédicateur dominicain. Donc, il y a des réticences de l'Église et puis aussi des autorités, mais en même temps, il faut les encourager parce qu'ils entraînent de façon efficace à la guerre. Alors, je vous ai parlé de 7 péchés capitaux. Jacques de Vitry insiste beaucoup sur la débauche, sur la luxure. Les dames participent au tournoi, enfin, contemplent, regardent depuis les gradins le tournoi. Je vous ai apporté des images un peu stéréotypées, mais elles sont de 1320, de ce recueil de chansons de trouvères allemands, de Minnesänger. Les dames, donc, qui font et défont la réputation des combattants. Elles sont passives dans l'honneur, mais elles peuvent aussi, par la parole, par les critiques, transmettre donc l'honneur oralement. Et vous avez un passage célèbre aussi chez Chrétien de Troyes, où Gauvin est accusé d'être un maquignon ou un marchand qui s'est déguisé en chevalier pour ne pas payer des péages, pour être exempt de la fiscalité en tant que noble, et qui n'ose pas rentrer dans un tournoi. Et ce sont des femmes qui le critiquent. Alors bien sûr, il y a la dimension courtoise, amoureuse, puisque vous le savez, au début du Lancelot, début du roman de La mort le roi Arthur, Lancelot attache dans son aume la manche droite de la demoiselle d'Escalot, qui finit par perdre la vie, tellement elle est amoureuse de Lancelot et que celui-ci ne correspond pas à son amour. Pourquoi une manche? Pourquoi la manche est souvent le gage d'amour? Parce que vous le savez, le matin, les dames cousent selon les couleurs, selon leur goût, telle ou telle manche, enfin, se font coudre dans leur robe, et elles peuvent les découdre aussi très facilement le soir, et que la manche donc est facile à donner à un prétendant, à un amant. Alors, le thème de la courtoisie qui encourage les gens à la guerre est très ancien aussi dans le roman arthurien, hein. Il apparaît dès 1137 dans l'Historia Regum Britanniae de Geoffroy de Monmouth, qui met à Caerleon, dans la ville où Arthur tient sa cour, au sud du pays de Galles, dans le Glamorgan, qui met en scène donc un tournoi après le couronnement d'Arthur, après la réception des ambassadeurs, et ce tournoi donc est encouragé par des femmes, et chaque chevalier est supérieur grâce à cet amour des femmes auquel elle veut prouver son amour. Et puis le tournoi, je vous ai dit qu'il était collectif, mais vous avez dans le roman des manifestations d'un affrontement singulier, codifié, institutionnalisé, qui est le duel judiciaire, qui est parfaitement attesté à l'époque, même si les autorités essaient d'en mitiger les conséquences, mais bon, dans les textes judiciaires, dans les actes de la pratique, vous avez beaucoup de mentions de tournois encore au XIIIe siècle. Au paragraphe 68, j'ai remarqué qu'il y a une mention de la quarantaine le roi. Pendant 40 jours, on essaie, par des moyens pacifiques, de régler le conflit pour éviter que l'on aboutisse au duel, hein. Ici, c'est un duel que Lancelot livre pour libérer son amante Guenièvre, qui attend le bûcher, à moins qu'un champion veuille bien la défendre. Alors, je beaucoup parlé de l'aristocratie, de la noblesse et de ses guerres, plus ou moins institutionnalisées, dans le cadre du tournoi ou du duel. Maintenant, je vais vous parler de la chevalerie. Alors, la chevalerie a une double acception. D'une part, c'est un groupe de combattants, donc une acception sociale, et d'autre part, la chevalerie est une mentalité, est un idéal ou une idéologie, si vous voulez, un système de valeurs, une mentalité. Donc, donc l'aspect idéologique, je le traite en seconde partie. Je parle d'abord sur l'aspect social et j'essaie de passer le plus vite. Alors,
j'ai pris aussi les acceptions du terme chevalerie dans La mort le roi Arthur. C'est toujours très social, hein, très incarné dans un groupe d'hommes qui se battent. Cette assemblée où se trouvait la fine fleur de la chevalerie. Hector et le preux et Achille qui eurent des louanges et le mérite en raison des armes et de la chevalerie, d'armes et chevalerie, et qui étaient supérieurs aux chevaliers de l'ancien temps. Bon, là, il y a aussi l'acception, il y a la nuance que la chevalerie peut être aussi morale, hein, pas seulement mise en forme dans la guerre, mais je pense que c'est plutôt ce côté guerrier. Et puis la chevalerie qui est bonne, qui est belle, donc c'est un terme qui revient souvent. Alors la chevalerie, je passe vite parce que c'est un peu technique, mais vous savez que la chevalerie est due à une révolution technique, à un nouveau système de combattre. Dans les chantiers archéologiques, à partir du 9e siècle, on a déjà des étriers extrêmement sophistiqués qui permettent de bien tenir le pied du cavalier. On a aussi des javelots qui n'en sont plus, des lances avec des ailerons qui montrent que on doit la tenir coincée sous l'aisselle, qu'on l'utilise plus comme une pique que comme une arme de jet. Et progressivement, on assiste donc à l'utilisation de la lance fixe au long bois en tant qu'arme de haste pour l'utiliser d'estoc. Hein. D'ailleurs, le estoc, ça veut dire la pointe. Le terme glaive au Moyen-Âge a cette double acception. Hein. Ça peut être l'épée, bien entendu, comme de nos jours, mais c'est aussi la lance. Hein. Donc, la lance fixe à long bois que l'on cale sous son aisselle et on lance son cheval à galop. Et là, surtout si on est en groupe, si on est en convoi, ça a une puissance terrible. Hein. Paragraphe 188, toute la terre dut fondre car le bruit était si grand à cause de, je pense que c'est l'idée de l'abattement des chevaliers qui tombent aussi, mais c'est aussi, on s'imagine ces chevaux au galop, que l'on entendait le son à de lieues au loin. C'est-à-dire que vous avez cette puissance d'une troupe de chevaliers au galop avec ses lances, les chevaux très très serrés les uns à côté des autres, ses lances bien coincées sous l'aisselle, et là vous avez intérêt à vous écarter si vous êtes un piéton, si vous êtes un fantassin. Alors, bien sûr, c'est cher, c'est réservé à l'aristocratie, aux seigneurs, parce qu'il y a aussi l'armement défensif. Le haume, le haubert, hein, qui est la côte de maille, hein, ces fils de fer tressés, tissés ensemble, et progressivement, à partir du XIVe siècle, avec la découverte de la fonte, la possibilité d'avoir des fours à plus de 1250 degrés Celsius, vous pouvez faire des armures de plate, hein, telles que vous les voyez dans les musées de la fin du Moyen-Âge ou à l'époque moderne. Alors, il y a la lance, mais il y a aussi l'épée, qui est le symbole de la chevalerie elle-même, hein, parce que c'est la première arme qui a été inventée, non pas pour chasser, mais pour s'entretuer, et puis qu'elle symbolise la justice. Hein. Ces gens sont très habitués à l'escrime, à l'épée, hein, surtout quand les cavaliers sont trop serrés, ils ne peuvent plus utiliser la lance rompt. Très souvent, rompre des lances, c'est synonyme de participer au tournoi. Ou bien quand ils sont désarçonnés, qu'ils sont par terre, ils doivent utiliser nécessairement la taille, l'épée. Alors l'épée, on ne l'utilise pas de taille. Hein. J'ai un ami qui est escrimeur et qui a fait une thèse sur le combat médiéval dans l'iconographie et dans les textes littéraires et qui a lu tout Chrétien de Troyes. Et tout le roman arthurien, il m'a dit, il n'a trouvé qu'une seule mention des stocks, hein, parce que les stocks, ça sert à tuer. L'épée, on l'utilise de taille par la tranche. Comme on est très bien protégé par les côtes de maille, on provoque des fractures, on peut taillader un peu, bien sûr, le muscle, mais ça va pas très loin. Donc, ces gens ne se tuent pas, hein, la plupart du temps, ils appartiennent aux mêmes familles, ils se respectent. Hein, il y a un nombre réduit de morts grâce à cet armement défensif. Alors bon, je ne vais pas insister, mais vous voyez dans la tapisserie, en fait c'est la broderie, hein, tapisserie de l'Apocalypse en G, mais c'est une broderie techniquement,
peu importe, la broderie de Bayeux pour commémorer la conquête de l'Angleterre en 1966. La lance est encore utilisée comme un javelot, donc on est à la fin du XIIe siècle. Mais ici, vous voyez un cavalier qui l'utilise déjà d'après la technique de la lance couchée, coincée sous l'aisselle, et le cheval est mis au galop, quoique les autres les utilisent comme des javelots. On est donc dans une période de transition. Mais quand vous prenez cette Bible, la Bible du nom du cardinal polonais qu'il a détenu longtemps, Maciejowski, qui est à la Pierpont Morgan Library à New York actuellement, vous voyez, il appartenait à l'Agacan, hein, vous avez des caractères arabes en persan, en farsi, bref, mais elle est des années 1250 et faite en Champagne par un miniaturiste que j'adore parce que cet homme avait une expérience du terrain incroyable, hein, il est très très précis dans la représentation des combats. Et vous voyez ici, donc c'est une scène biblique, mais qui rapporte ce qu'il voit sur les champs de bataille du XIIIe siècle. Une côte de maille, le roi David, je crois qu'il se bat contre les Amalécites, hein, tant est que c'est le passage de la Bible qui l'illustre, mais ce qui m'intéresse ici, c'est comment il tue avec la lance. La plupart du temps, les combats ont lieu à l'épée, même entre cavaliers, et puis toujours le bouclier armoirier de la main gauche qui sert à se protéger du coup de lance ou d'épée. Toujours des scènes plus précises aussi. Hein. Vous voyez aussi le convoi, 1, 2, 3, chevaliers ensemble qui attaquent, qui agressent ensemble. Alors tout cela peut vous aider à comprendre les passages de la mort le roi Arthur qui sont extrêmement précis sur le combat. Donc, vous avez un homme en forme de sceau avec une visière, hein, c'est ce qui est propre aux années 1250. Là encore, c'est très très précis dans cette peinture. Et puis, si vous recevez des coups sur votre casque en forme de sceau, il vous faut faire venir le forgeron pour l'enlever, hein, parce qu'il vous sert, du moins c'est ce que raconte l'histoire de Guillaume le Maréchal, il vous serre la tête. Et puis aussi, bien sûr, c'est une guerre qui est surtout une guerre de siège, une guerre d'escarmouche. Hein. Vous avez tous les engins de guerre, les catapultes, vous avez aussi le travail de sape. Bon, bref. Alors, on devient chevalier par l'adoubement. Le texte fait allusion au paragraphe 145 à ce premier chevalier, depuis que je suis devenu chevalier, hein, le novus miles, les jeunes chevaliers qui viennent à peine d'être adoubés. Alors, l'adoubement, en quelques mots, même si vous ne l'avez pas ici, vous l'avez dans le Lancelot. Le Lancelot est à moitié adoubé par Arthur, je reviendrai sur cela, donc le rite qui vous permet de devenir chevalier, d'intégrer le groupe de combattants adultes. C'est un rite initiatique d'entrer dans un corps de combattants dans une société où la parole ou le geste, hein, le cri n'est pas très diffusé, compte beaucoup plus qu'un document attestant votre appartenance à un groupe, votre statut. Même si dans les chartes, on voit un changement de l'épithète honorifique pour les nobles qui ne sont plus des domicelli, des damoiseaux, ou des valitores, des valets, ou des écuyers, armiguères, scoutifères, mais après l'adoubement, ils deviennent miles, hein, chevaliers, en latin, miles. Vous avez peut-être étudié le latin classique, où miles, on vous demande de traduire par soldat, mais au Moyen-Âge, le terme est sans ambiguïté, à partir du XIe siècle, c'est chevalier, réservé à l'élite aristocratique. Alors je dis élite, même si c'est un terme très connoté, parce que ces gens ont conscience d'avoir été élus par Dieu. C'est pourquoi ils font cette idée d'élection pour faire partie de la chevalerie. C'est une vocation, c'est un appel à Dieu. On en parlera dans la deuxième partie sur la mentalité. Ils apparaissent comme dominus, ou en latin, en français, comme messire. Hein. Bon, au XIIIe siècle, malgré tout, l'adoubement recule. Alors le rite, la cérémonie comporte la remise d'armes, qui est le rite principal, hein, même chez Tacite, dans la Germanie, qui décrit les rites des Germains dans les clairières des forêts où ils habitent. Les jeunes reçoivent la framée, l'arme, pour intégrer solennellement le groupe des combattants. Vous avez aussi le côté douloureux de tout rite initiatique qui est assez, disons, dulcifié, très doux, à l'époque qui nous intéresse, juste une petite baffe sur le visage, ou bien c'est la paumer, ou bien la coller avec le plat de l'épée
on vous frappe sur l'épaule. Et puis le nouveau chevalier, le prime chevalier, doit montrer son savoir-faire par des exercices militaires, la quintaine, donc une armature en bois avec des bras, une sorte de croix mobile avec un écu, il y a 1000 masses d'armes d'un côté, l'écu de l'autre, vous devez frapper l'écu et éviter que la masse d'armes en tournant ne vous frappe pas la tête, des béours aussi, des combats individuels. Bon, alors quelques images, l'adoubement du fils d'Achille chez Benoît de Sainte-Maure, dans un manuscrit du XIVe siècle. Donc, on lui met les éperons, on lui ceint l'épée, cingulum militiae, c'est le terme latin, acquipere cingulum militiae, recevoir le baudrier de la chevalerie, de l'épée, pardon, c'est oui, le baudrier de la chevalerie, c'est le terme par excellence, donc la ceinture qu'on lui ceint, et puis on attend pour lui remettre le homme et lui remettre l'écu. Alors, je vous ai apporté un manuscrit du XVe siècle qui représente l'adoubement de Lancelot dans le Lancelot en prose par Arthur. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où Arthur allait donner la collée à Lancelot, eh bien, il y a quelqu'un qui fait éruption dans la salle. Pas de chance, c'est un chevalier qui a une lance sur son flanc et Lancelot, qui est une bonne poire, décide d'aller l'aider pour lui sauver la vie et pour le venger de ses ennemis. Donc, il abandonne la cérémonie au milieu. Arthur lui en voudra et finalement, celle qui remet l'épée à Arthur n'est autre que Guenièvre qui lui envoie une épée. Le thème aussi des femmes pourvoyeuses d'armes, vous le trouvez dans les sagas norroises. Ce sont des sortes de valkyries qui veillent sur les guerriers et sur les champs de bataille, qui les choisissent aussi pour les amener dans leurs montagnes pour l'éternité. Mais vous avez aussi le même phénomène chez Tacite dans la Germanique, dont je vous parlais tout à l'heure, qui raconte que, contrairement aux Romaines complètement mondaines, qui ne pensent qu'à s'acheter des belles robes pour leur mariage, d'avoir un trousseau composé de beaux tissus, les femmes des Germains, eh bien, dans leur forêt, elles obtiennent des armes pour trousseau qu'elles transmettent à leurs garçons ou à leur mari. Vous voyez, donc cette féminité de la remise d'armes, de l'épée, n'est pas étrangère à la société médiévale. Là, vous avez une vraie collée de la main, donc on frappe au visage. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est comment progressivement l'Église prend en charge le rite de l'adoubement, cette cléricalisation progressive. À la fin, l'adoubement devient le sacrement de la confirmation dans un recueil liturgique de la fin du Moyen-Âge, celui du cardinal Guillaume Durand, évêque de Mende. Donc, on se confesse la veille, on jeûne, on a un bain rituel qui rappelle un peu le baptême, la veillée des armes dans une église toute la nuit, et puis pendant la messe du Saint-Esprit, puisque c'est le printemps, c'est la messe de la Pentecôte, je vous parlais du rite de la confirmation, où le Saint-Esprit descend chez les chevaliers chrétiens, on prête le serment devant l'autel, les armes sont bénies, et puis malgré tout, c'est un laïc toujours qui remet les armes et la collée. C'est très très rare que le pape ou un évêque intervienne. Alors, je reviens sur la queste, puisque vous avez au début de la queste del Saint Graal l'adoubement de Galade, du fils de Lancelot et de la portée du Graal. Ici, vous voyez Bors et Perceval qui lui passent les éperons. Lancelot, son père, qui procède à la collée, qui est en train de le frapper au visage. Et puis derrière, dans le cœur de l'église, où le rite a lieu, les moniales qui ont élevé Galade, puis c'est aussi un fils d'adultérin ou illégitime, non, un fils naturel, pas adultérin, et qui a donc été élevé en dehors de sa famille. Mais vous voyez ce prêtre qui attend avec la Bible ouverte. Est-ce que c'est pour prêter serment sur les Écritures, sur sa chevalerie, ou est-ce que c'est pour prêter serment de chercher le Graal? Après tout, ça revient au même, puisque c'est dans la foulée de l'adoubement. Mais ce qui m'intéresse là, c'est cette cléricalisation que nous verrons aussi dans la deuxième partie sur la chevalerie qui est de plus en plus christianisée. C'est un idéal
c'est une idéologie peut-être, si vous considérez que ces systèmes de valeurs ne servent qu'à prendre et à conserver le pouvoir. Mais je crois qu'il y a quelque chose de plus, hein, puisque ça prend aux nobles à mitiger, à maîtriser leur violence, du moins dans leur milieu. Peut-être ils sont aussi durs envers les paysans que par le passé. Alors, ça s'explique du point de vue anthropologique, puisque dans toutes les sociétés guerrières traditionnelles, même non chrétiennes, les guerriers aristocratiques se respectent relativement entre eux, mais la christianisation, bien sûr, la paix de Dieu a joué dans le sens de cette mitigation de la violence. Alors, vous avez, au début du Lancelot, quand les parents du héros sont tués, et que Viviane, la fée Viviane, ou Liliane, selon les manuscrits, Ninian, pardon, récupère, ou les lectures de manuscrits, puisque le V et le N, en paléographie, ça se dit pareil, deux jambages, récupère l'enfant et qu'il l'amène dans son lac, eh bien, au moment où Lancelot doit quitter sa mère adoptrice pour le palais de Camelot pour être formé par Arthur et pour apprendre la chevalerie, et lui fait un long discours pour lui expliquer ce que c'est que la chevalerie. D'abord, il y a la justification, là c'est de l'idéologie, pourquoi quelques-uns ont le droit à porter des armes alors que avant l'an 1000, dans le monde carolingien, n'importe quel homme libre, à l'exception des esclaves, pouvait se doter d'une arme. Eh bien, c'est la justification qui est donnée par le péché originel, comme dit Grégoire le Grand. Si nous n'avions pas péché, nous serions tous égaux, qui fait que la violence est déchaînée dans le monde et qu'il a fallu qu'un petit groupe prenne des gens particulièrement doués, talentueux et d'une grande éthique, prennent en charge la défense des autres. Hein. Alors, un penseur catalan du début du XIIIe siècle, Raymond Lull, tire l'étymologie de chevalier en latin, miles, comme élu parmi mille, un parmi mille. Donc, élection, élite. Et Viviane apprend à Lancelot que si le chevalier s'appelle chevalier, c'est parce qu'il monte en cheval, c'est cheval et l'image du peuple qui le soutient matériellement. Il devient un rentier, si vous voulez, si tant est qu'on peut considérer les activités militaires comme celles de rentier. Il s'entraîne à la guerre au profit des autres parce que les autres travaillent pour lui. Hein. Lui, il verse le sang sur le champ d'honneur, d'autres versent à son service la sueur sur le champ de labour. Et puis, Viviane explique aussi que l'épée a deux tranchants de taille pour frapper d'une part les ennemis de la foi et d'autre part les criminels, et que sa pointe, les stocks, signifie l'obéissance qui est due à son porteur. Alors, bien sûr, nous voyons cela avec notre mentalité très égalitaire, hein, Dieu merci, au XXIe siècle, mais dans des sociétés très hiérarchiques, sociétés de caste encore en Inde, et cela est vécu positivement, hein, il faut avoir un regard anthropologique, et cela vous explique le paragraphe 176, où Gauvin, aussi vindicatif, aussi montant soit-il, se répand en profondeur, sincèrement dans son agonie, et après son enterrement, Arthur rêve de lui, il le voit en compagnie d'une foule de pauvres qui disent lui avoir obtenu le ciel en dépit de ses multiples péchés pour les bienfaits qu'ils lui doivent. Hein. Bien sûr, il y a la largesse du défunt, puisque la largesse, la prodigalité, la munificence, et ce sont des valeurs clés de la mentalité aristocratique. Les nobles volent, pillent, mais c'est pour ensuite le dépenser dans des fêtes ou le donner aux pauvres, le donner à l'Église, enfin, dans le discours aristocratique. Ce n'est pas du tout le discours des clercs, des ecclésiastiques ou probablement des paysans, mais ceux-là, ils sont muets et ils ne nous ont pas laissé que très peu des traces écrites. Si, les gens qui se révoltent en Angleterre au XIVe siècle, quand Ève cousait ou filait, quand Ève filait et Adam bêchait, où était donc le gentilhomme? Voilà, c'est le genre de discours, bien sûr, qui n'est pas partagé par la paysannerie, mais ici vous avez un texte, bien sûr, comme je vous l'ai dit, qui s'adresse à un public principalement aristocratique. Et c'est de largesse, donc, et proverbial, mais aussi il y a
ce salut qu'il obtient en dépit de ses péchés par le métier des armes par lequel il a bien sûr protégé la société tout entière au risque de sa vie. C'est ce que vous dit dès 1159 le plus grand penseur politique du Moyen-Âge, Jean de Salisbury, le bras droit, l'éminence grise de Thomas Becket, assassiné sous ordre d'Henri II ou à cause d'un mot de travers d'Henri II, avec lequel s'ouvre ce roman. À quoi servent de chevaliers disciplinés? À protéger l'Église, à combattre la perfidie, le manque de foi. La perfidie, c'est aussi l'hérésie, même si c'est la traîtrise, mais c'est celui qui n'a pas la foi. À vénérer le sacerdoce, à défendre les pauvres de l'injustice. Alors le pauvre, le terme paupère, cela veut dire l'opprimé principalement. C'est lui qui n'a pas les moyens de subvenir lui-même à ses besoins les plus élémentaires, à se nourrir, et qui doit avoir recours à un seigneur qui le protège, qui l'opprime aussi d'une certaine façon. À défendre les pauvres de l'injustice, à pacifier le pays, à verser leur sang pour leurs frères, comme le leur commande leur serment, vous vous souvenez du serment de l'adoubement, et au besoin, à perdre leur vie. Donc, vous voyez cette tonalité religieuse qui, bon, bien sûr, Jean de Salisbury est un clerc qui finira évêque de Chartres. Henri II ne lui permettra jamais de revenir en Angleterre, mais c'est un grand savant, et Chartres est une des plus grandes écoles cathédrales de la fin du XIIe siècle, où le savoir tient le haut du panier. Donc, c'est un discours clérical. Mais même dans un roman aussi profane que La mort le roi Arthur, ça finit un peu comme dans la Queste, c'est-à-dire tout le monde se convertit. Le terme conversion doit être pris au sens médiéval. De nos jours, quelqu'un qui se convertit, c'est quelqu'un qui change de religion, qui est agnostique ou athée, qui embrasse une religion. Au Moyen-Âge, tout le monde étant chrétien. En Occident, la conversion, c'est devenir moine. Donc, cette conversion érémitique qui apparaît à la fin du roman. Et vous, Seigneur, que comptez-vous faire demandent les ermites à Lancelot après la bataille de Salesbière. Vous qui avez été jusqu'ici le meilleur de chevaliers, je vais vous le dire, vous avez été mes compagnons dans les plaisirs de ce monde, désormais je partagerai ici votre vie, une vie érémitique, mais depuis Chrétien de Troyes, l'ermite est très souvent un ancien chevalier qui expie ses fautes dans la solitude du désert, de la forêt. Désormais, je partagerai ici votre vie et je ne quitterai plus ce lieu jusqu'à ma mort, mais si vous ne voulez plus de moi, je me retirerai ailleurs. Ces propos les mirent au comble de la joie et tendant les mains au ciel, ils remercièrent Dieu au fond du cœur de les lui avoir inspirés. Voilà comment Lancelot en va à partager la vie des deux ermites. Et c'est fréquent chez les chevaliers. Les chevaliers, il y a même dans les statuts monastiques un rite prévu pour le chevalier qui, à la fin de ses jours, dans sa maturité, quitte les armes, dit adieu aux armes pour devenir donc un moine, et en particulier laisse son épée et ses armes sur l'autel. On a cela dans la Vita, dans la vie latine, par exemple, de Guillaume d'Orange, le héros de l'épopée. Quand il part pour Gélone, en Languedoc, il passe au monastère de Brive, la Gaillarde, où il laisse ses armes, un acte de conversion. Alors bien sûr, cette chevalerie est christianisée, mais dans le roman, vous avez des récits beaucoup plus anciens qui sont peut-être des mythes, des histoires offertes aux dieux pour calmer leur courroux et obtenir leur grâce dans les religions pré-chrétiennes. Philippe Walter, qui est un spécialiste de la quête de ces thèmes, donc dans une démarche indo-européaniste ou structuraliste dans les romans, a fait remarquer que dans La mort le roi Arthur, 153-154, Gauvin acquiert une force surhumaine au cours de son duel contre Lancelot à l'approche de midi. Cette force que l'on obtient avec le soleil fait de lui un héros solaire, ou bien une divinité, ou un héros évémérisé, un héros antique qui est devenu un dieu à sa mort, comme Karna dans la mythologie sanskrite d'Arabe,
ou Cyrus, le roi Cyrus en Perse, et tant d'autres rois divinisés de la civilisation européenne. Malgré tout, ce qui est intéressant, c'est que je respecte beaucoup, j'admire Georges Dumézil ou Joël Rieswart ou Philippe Vantet. Ce sont des gens qui ont une culture colossale, qui maîtrisent beaucoup de langues indo-européennes. Mais il faut aussi, je suis historien, je me place dans le contexte où cet ouvrage a été écrit. Et on voit que La mort le roi Arthur, même cette scène qui pourrait avoir des origines pré-chrétiennes, est profondément christianisée. C'est ce que cela évoquait aux auditeurs, puisque Gauvin apparaît aux yeux de Lancelot au cours de ce combat, où il acquiert à midi cette force surhumaine, comme un diable, peut-être comme un fantôme, donc un esprit, hein, puisque pour les chrétiens, il n'y a pas de résurrection de la chair avant le jugement dernier. Hein. Donc, l'idée du revenant qui hante chez les hommes, ne serait-ce qu'un groupe, dans le cadre de la Ménie Elka, de la chevauchée sauvage. Mais il vous dit aussi que le romancier, l'anonyme, que le talent lui provient des pouvoirs thaumaturgiques, des pouvoirs miraculeux donnés par Dieu à un saint ermite qui a baptisé justement à midi Gauvin. Donc vous voyez, on est dans c'est un récit peut-être très ancien d'Européens lié à un mythe, à une divinité, mais en même temps, il est fortement christianisé par l'auteur du XIIIe siècle. Alors, il est temps de conclure et je reviens bien sûr par la scène, peut-être à la scène la plus célèbre de La mort le roi Arthur, Excalibur, qui revient au lac. Hein. Excalibur, puisque vous le savez, Giroflée, le personnage un peu grotesque dans d'autres romans de l'entourage d'Arthur, qui l'accompagne dans sa mort, eh bien Giroflée se voit demander par Arthur qu'il lance Excalibur, enfin le roman dit Excalibur, à la mer ou dans un lac. Giroflée sait que c'est une de ses épées invincibles, hein. Même je crois que c'était dans la suite de Merlin, elle est dotée de lumière, elle dégage du feu dans certains combats, Excalibur. Donc c'est une de ses épées. Il y a même des témoignages dans les actes notariés où des duels ont été annulés parce que le porteur d'une épée invincible a été le vainqueur, mais les autorités judiciaires considèrent que cela ne marche pas. Hein. C'est un acte qui est conservé aux archives de la couronne d'Aragon à Barcelone de 1274, un jugement de Jacques Ier, comte de Barcelone, roi d'Aragon, hein, un duel qui a été annulé parce qu'il y avait un porteur d'une épée invincible, l'épée de Villardel. Donc ici, vous avez une épée invincible, Excalibur, la plus belle des épées, avec Joyeuse, avec Durandal, qui doit être lancée à la mer. Giroflée veut la garder pour lui. Il désobéit donc pour 2 fois. D'abord, il lance sa propre épée, donc Arthur, moribond, entend plouf. Il se dit, bah, c'est bon. Mais quand il revient, il lui demande, qu'est-ce que tu as vu? L'autre est incapable de lui dire rien, bon, enfin quelque chose d'exceptionnel, non, ça fait des ondes autour de l'épée. Et puis ensuite, il lance le fourreau, puisqu'il lui dit, tu as menti, lance Excalibur. En fait, il n'a pas su lui donner un seul événement surnaturel dont le roi détient le secret. Et à la fin, donc, il y a un problème avec... À la fin, donc, Giroflée lance l'épée, la vraie épée, Excalibur, et aussitôt, une main se saisit d'elle, la brandit plusieurs fois, et donc, finalement, plonge avec elle. Et vous avez ici Arthur, donc tout sanguinolent, Giroflée, qui a aussi des traces de sang dans le British Library Manuscript Additional, 294, donc cette belle miniature qui représente donc la main mystérieuse qui se saisit d'Excalibur. Alors, Arthur peut congédier son vassal et aussitôt un déluge s'abat sur le lieu, puis sa sœur Morgane apparaît avec ses fées et ils amènent donc Arthur dans leur nef, la nef aux fées. Mais là encore, on est entre l'ambiguïté, entre
le récit indo-européen, ces héros qui pratiquent des navigations extraordinaires, l'Imbrama, un Irlandais, hein, pour arriver à des îles fortunées où des créatures de rêve les soignent, des jeunes filles jusqu'à la fin des temps, où ils ne se nourrissent que des pommes. Hein. À Valon, c'est Apple, en langue celtique, c'est la pomme. Eh bien, vous avez ce mythe païen, mais là encore, la mort le roi Arthur va christianiser tout cela, puisque son cadavre, un chair certes un peu corrompu, apparaît quelques mois plus tard à la Chapelle Noire. Donc, les formes sont sauves. Hein. Arthur, donc, ce qui m'intéresse ici, c'est la tempête. Je reviens sur cela, puisqu'Excalibur, qui a été prise de la roche, du perron, termine dans l'eau. Et c'est la fin catastrophique d'un monde. L'arbre, la roche, le perron, donc l'arbre, le perron, l'eau, les éléments clés de la religion pré-chrétienne, enfin, indo-européenne, celtique, si vous voulez. Alors, ce thème de l'épée qui finit dans l'eau, vous le retrouvez dans la version occitane de la chanson d'Arthur, le Roncesvalles, ou bien dans la version norroise, la saga de Charlemagne, puisque, comme dans la chanson de Roland s'agrippe, sa main tient très fortement son cadavre Durandal. Il n'y a que Charlemagne qui peut la lui prendre, et ensuite Charlemagne demande que l'on la jette à l'eau, puisque personne d'autre que Roland n'est digne de la porter. Il enlève les reliques du pommeau par respect envers les saints, et il la jette en eau profonde pour que plus personne ne la découvre. Il récupère ainsi, entre autres, une dent de Saint-Pierre qui était dans le pommeau de Durandal. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu récemment un colloque d'archéologie sur les armes dans les eaux, où des archéologues un peu rationalistes ou un peu rétifs à prendre l'élément religieux comme une explication tous azimuts, hein, ceux-là ils ont raison, ont fait remarquer que peut-être ces armes qu'on a trouvées souvent dans les tourbières, au fond des rivières, dans les lacs à la suite d'opérations de dragage, ces armes sont en simple dépôt pour se débarrasser du fer, ce qui m'étonne, hein, parce que le fer est toujours intéressant à être recyclé. Ces gens sont beaucoup plus écologiques que nous, et ils ne jettent que très rarement les objets qui ne sont pas biodégradables, et les réutilisent, ils les remettent à la forge, ou bien une perte accidentelle, une perte volontaire, hein, des armées en déroute qui veulent se mêler à la population civile, qui se débarrassent de leurs armes en les jetant dans un lac, peut-être. Mais bien sûr, à mon avis, il y a une dimension rituelle, hein, dans ce geste. Le minerai est lavé par le forgeron, d'une part. Le forgeron a besoin de l'eau, il s'installe toujours auprès d'une rivière ou de la mer, et puis il trempe ce qui sort du foyer, hein, ces lingots au rouge, eh bien il le trempe dans de l'eau salée à un moment pour l'endurcir, pour accroître l'épée en carbone. Et puis on a, outre cette idée, peut-être ça peut être une élucubration à partir de l'épée, mais on a un témoignage très précis, hein, c'est la bouterolle de Vimoz, dans une île, je crois que c'est le Gotland du Danemark, autour de 250, avec des inscriptions runiques sur cette bouterolle. Mais une bouterolle, c'est ce qui protège le fourreau, le baudrier, le fourreau de la pointe de l'épée, hein, pour qu'il ne soit pas percé. On met un bout de métal, et il a été ajouté que le lac s'empare de l'épée de Allah, c'est pas la divinité musulmane, mais le possesseur de l'épée. Donc, vous voyez, c'est le lac qui est prié de s'emparer de cette épée. Et puis, vous avez tous ces cadavres que les Germains laissaient partir au large sur des bateaux avec leurs armes. On a un exemple dans l'ouverture du Beowulf, hein, cette épopée anglo-saxonne du très haut Moyen-Âge. Mais vous avez aussi dans le Suffolk, Sutton Hoo, ou dans l'île de Groix en Bretagne, des bateaux où l'on enterrait des chefs, des guerriers avec leurs armes, avec leur épée. Alors, Joël Griswart avait fait la relation entre un texte que Georges Dumézil avait enregistré
copié lors d'une enquête dans le Caucase, en Ossétie, où il y a une histoire très semblable, bien sûr, à celle de la mort du roi Arthur. Hein. Les blessures pestilentielles du héros des Narthes, Batrads, tue ses sujets. Pour éviter d'être exterminé, il le supplie de mourir. Batrads leur révèle que pour qu'il périsse, il faut que son épée repose au fond de la mer. Attaché à elle, les Narthes la cachent, puis lui mentent en jurant qu'ils ont obtempéré, tout comme Giroflée et Arthur. Hein. Mais ils sont incapables de lui rapporter un prodige. Batrads les démasque et finalement, à l'aide d'un attelage de milliers de bêtes, ils parviennent à traîner l'arme jusqu'à la côte où ils la jettent à la mer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Souvenez-vous de l'orage de la mort, le roi Arthur. Aussitôt, la mer se déchaîne, tout comme la tempête décrite dans la mort, le roi Arthur, et la mer devient couleur sang, sanguinolente. Batrads peut mourir en paix, mais parce qu'il refuse de croire à sa nature divine, son peuple est anéanti par une pluie de feu, il est exterminé. C'est intéressant, c'est la catastrophe finale qui, dans le roman, met fin au monde arthurien, à la cour d'Arthur, au chevalier de la table ronde, et ici, une pluie de feu qui met fin à la société Narthe. Alors, pour finir, bien sûr, je reviens à mon introduction. On peut avoir une démarche littéraire, intertextuelle, c'est la vôtre et vous devez bien sûr la faire perdurer à travers les siècles parce qu'elle est essentielle, hein, qui lit le texte en tant que texte, avec ses ficelles rhétoriques, avec son vocabulaire, avec son analyse du discours et aussi avec cette dimension structuraliste, ces récits archaïques indo-européens qui se perpétuent, modifiés au cours de l'âge, mais il y a aussi cet effet de réel qui intéresse l'historien et me semble-t-il que vous devez aussi prendre en compte si vous voulez connaître un texte dans sa totalité. Excalibur donc, dans le lac, nous montre cette double interprétation, l'intertextualité, une structure narrative indo-européenne, les récits empruntés depuis un mythe offert aux dieux de la foudre, puisque l'épée, c'est aussi la foudre. Hein. L'épée que l'on jette, c'est la foudre que l'on jette à l'eau, jusqu'aux cours nobiliaires françaises du XIIIe siècle, qui, de bouche à oreille, déforment cette histoire. Mais il y a aussi de vraies épées, quand ils traversaient un gué dans une rivière, ils pouvaient trébucher parce qu'ils avaient mis les pieds dans une épée. Il y a des cas dans des romans qui racontent que le héros a perdu ses armes et qui, par bonheur, au moment de se battre, il met la main dans une rivière pour prendre des cailloux pour les lancer contre ses persécuteurs et il prend une épée. Mais donc c'est va-et-vient entre le réel et le fictionnel, entre le récit et la réalité extramentale, on la retrouve tout au long de La mort le roi Arthur, qui est à la fois mirage et qui est à la fois évasion, fiction. Nous avons tous besoin d'évasion grâce à la fiction, qui nous permet de couper avec le monde réel, de nous reposer, de nous divertir. Alors le terme divertir, bien sûr, a une connotation extrêmement négative, pascalienne au Moyen-Âge, hein, tourner le dos à Dieu et des prêtres un peu revêches n'aiment pas que les gens se divertissent avec ce genre d'histoire où l'on raconte entre autres les adultères du meilleur chevalier du monde avec la reine, mais nous avons tous besoin donc de couper avec le réel par l'évasion, donc le roman qui est Mirage pour ces chevaliers, pour ces lettrés, pour ces femmes savantes du XIIIe siècle, mais c'est aussi un miroir, hein, un reflet de la noblesse des années 1230, de ces techniques de combat, de ces guerres et je vous remercie beaucoup pour votre patience et pour votre attention.